je vous prie de nous excuser pour ce petit retard. Vous connaissez peut-être, pour les plus anciens d'entre vous, l'effet Bonaldi. Vous testez avant et au moment de lancer les choses, ça ne marche plus. Enfin, en tout cas, ça a l'air d'être reparti sur un bon pied, donc on est plutôt rassurés. Donc j'en profite pour vous remercier d'assister à cette conférence qui est organisée par la médiathèque du Centre culturel Chibaou. Alors, ce soir, nous recevons Luther Vudjo. Alors, je voudrais couper court à tout malentendu. Bien évidemment, Luther est la personne qui a dirigé pendant les élections provinciales un mouvement qui s'appelle le MNIS. Ce n'est pas à ce titre-là qu'il est présent ce soir, même si évidemment, derrière les propos qu'il tiendra, il y a une réflexion qui nourrit les deux vies qu'il peut mener. J'allais dire une vie de militant politique et puis une vie, je ne sais pas comment la nommer, de réflexion intellectuelle, on va dire les choses comme ça, puisque Luther est juriste et il est doctorant en philosophie du droit. Alors pour ceux qui le connaissent ou ceux qui l'ont découvert avec cette magnifique photo qu'on a laissée en évidence sur la table de la documentation, il a eu une autre vie avant. Il a été professeur d'histoire pendant un certain moment. Il a enseigné notamment à Doneva et, si j'ai bonne mémoire, également au lycée Blaise Pascal. Il s'est ensuite réorienté, comme je le disais, vers le droit pour élargir ses compétences. Et il a choisi ce soir de nous présenter ce qu'il nomme la troisième voie. C'est une expression qui a déjà existé auparavant, puisque si vous vous souvenez, on a accueilli un monsieur qui est quelque part dans la salle, il est là, qui est Olivier Fandos, qui nous avait également parlé à l'époque d'une troisième voie, quand il a présenté la FNSC pour la période 1977-1979. D'ailleurs, c'est un des documents qui était présent devant la salle Sissia, que vous avez peut-être remarqué tout à l'heure. Donc ces documents qui, pour beaucoup, concernent plutôt la bipolarisation de la vie politique, et puis bien d'autres, sur l'accord de Nouméa, sur l'histoire plus générale de Nouvelle-Calédonie, la politique, sont bien évidemment disponibles à la médiathèque du Centre culturel Chibaou. Donc je vous invite à la consulter, venir nous voir, faire des recherches. Et puis, on organise également les conférences en question, qui sont la possibilité de rencontrer un spécialiste et de débattre comme on le fera tout à l'heure. Donc j'en profite pour remercier Luther, une nouvelle fois, de sa présentation. Et puis, je précise que celle-ci est enregistrée, qu'elle sera disponible vraisemblablement dès demain en audio sur notre site www.adck.nc, sur le catalogue de la médiathèque, mais qu'elle est également filmée par Calédonia, qui est ici là, et elle sera diffusée à une date que nous ne connaissons pas encore, selon la programmation qui est la leur. Merci à vous, merci à Luther, et encore désolé pour ce léger retard. Bonne conférence, Luther, et à tout à l'heure pour les débats. Merci Emmanuel. Donc, puisqu'il m'a remercié, je veux remercier Emmanuel et le Centre culturel donc, de m'accueillir pour pouvoir exposer ces éléments de réflexion. C'est ainsi que je vais les présenter sur la troisième voie, nourrie à la fois par les études juridiques que j'ai faites par le passé, que je continue à faire, et ainsi par mon expérience, et donc qui a nourri ces aspects de la troisième voie en Nouvelle-Calédonie qui revêt des particularismes à la fois locaux et dont il faudra peut-être, car pour repasser le cadre, nous sommes donc dans le cadre des accords de Nouméa depuis plus de 20 ans maintenant, et qu'il y a peut-être aussi une réflexion à laquelle tous les gens du pays qui aspirent à vivre dans ce pays dans les années à venir, quels qu'ils soient, voudront participer, voudront contribuer. Et donc, sur la troisième voie entre utopie et réalité, je ne vais pas faire une forme de rétrospective générale, globale, je n'ai ni le temps, ni les moyens de pouvoir se faire, mais je vais surtout évoquer ce qu'il pourrait être utile dans les années à venir pour asseoir ou pour porter, pour nourrir, ou pas du tout, mais néanmoins pour contribuer à ce schéma de sortie de l'accord de Nouméa que nous traversons. Donc, en introduction, la troisième voie. Est-ce que c'est une question légitime? C'est une question légitime. C'est la première chose que je me suis posée. Pourquoi venir et ensuite évoquer cette troisième voie?
Je l'ai évoqué sur le principe de la sortie des accords. Néanmoins, pourquoi une troisième voie? Tout le monde a plus ou moins une idée de la bipolarité que nous traversons. Néanmoins, il y a un cheminement local qui est en train de s'opérer. Et lorsque on connaît plus ou moins l'histoire du pays, et l'intervention donc d'Olivier Fondreau sur le FNSC, qui parlait d'une troisième voie dans son mémoire de master, montre que c'est une réflexion qui est très lointaine, qui a aussi accompagné la formation du bipolarisme. Et le cheminement local vers cette troisième voie est spécifique. Nous allons y revenir, car il naît avec l'indépendantisme. L'indépendantisme est né dans les années 70 en Nouvelle-Calédonie, et à chaque fois, en même temps qu'apparaissait la bipolarité entre indépendantistes et loyalistes, il y avait toujours des partis qui voulaient dépasser ce cadre de la bipolarité et apporter un nouveau souffle. Lorsque, en 1982, et donc les indépendantistes arrivent au pouvoir, avec l'aide du FNC, il y a ce souffle de la troisième voie. Néanmoins, il a périclité. Tout de suite après, il y a eu les événements. Aujourd'hui, on se pose la question de la troisième voie, car vous avez, lors des dernières élections provinciales, un nouveau parti qui est le Veille Océanien, qui s'est réclamé, plus ou moins, de la troisième voie. Et lorsqu'il s'est réclamé de la troisième voie, il a évoqué le fait d'être ni indépendantiste, ni loyaliste, même s'il est vite revenu à un positionnement loyaliste, néanmoins de favoriser le bien-être des citoyens calédoniens, du moins dans ses déclarations. Et c'est intéressant de voir que ce questionnement est toujours dans l'actualité, qu'il est toujours dans une forme de réinterrogation constante de la vie politique calédonienne, et qu'aujourd'hui, il se repose à nouveau au sortir de l'accord de Nouméa. Est-ce qu'une troisième voie est possible? Car on a vu dans les années 80, au moment où il y a eu donc des loyalistes modérés, si on peut l'appeler ainsi, avec le FNC, qui a mis au pouvoir les indépendantistes à l'époque de l'Assemblée territoriale, qui ont donc contribué à l'exécutif, plus jamais d'indépendantistes sont revenus à la tête de l'exécutif. Ça a été la seule fois. Ensuite, il y a eu les événements. On est revenu finalement à une bipolarité et à cette construction, à cette consolidation du bipolarisme en Nouvelle-Calédonie. Et à 3 ans des échéances de l'accord de Nouméa, est-ce qu'on peut utilement, c'est la question, se poser cette question, est-ce qu'on peut utilement y répondre et est-ce qu'on peut utilement faire des propositions? Et c'est le cadre de ma réflexion, car dans mon approche scientifique, si on peut dire, dans les sciences juridiques, en philosophie du droit, j'avais pendant longtemps étudié donc, la fiscalité, car elle me paraissait utile. Je fais partie de ces enfants donc, des accords de Matignon, de cadre à venir, des missions de 400 cadres, qui sont partis aussi et pour se former, monter en compétences, revenir, contribuer. Et à chaque fois, les réflexions se portaient sur l'avenir institutionnel. L'avenir institutionnel. On était donc confinés dans cet avenir institutionnel, et aujourd'hui on y est encore. Et donc, est-ce que dans les 3 années à venir, la question va se poser sur le pour ou contre l'indépendance, ou il y aura une place pour ce qui pourrait être une troisième voie? Et à la fin, je ne vais peut-être pas y répondre, néanmoins, je vais apporter des pistes de réflexion qui pourront être utiles et contribuer donc à nourrir, à mon sens, non pas seulement par cette soirée, mais dans toutes les interventions que je ferai plus tard, avec tant d'autres. C'est ce qui est intéressant sur la façon de se réapproprier notre vie politique, se réapproprier notre vie institutionnelle et porter notre contribution, quelle qu'elle soit, donc à tous les niveaux. Première question,
ici, vous avez des plans. Un plan que j'ai fait assez sommaire sur qu'est-ce que la troisième voie. Donc c'est la première question. Et c'est à l'air assez basique lorsque on la pose. Et pourtant, si je la pose, c'est qu'elle revêt diverses connotations. Et sur le plan local, la question a l'air d'être résolue. Et pourtant, pas du tout. Pas du tout. La deuxième question que je vais me poser, la troisième voie nécessité, j'ai plus ou moins abordé l'aspect. Néanmoins, je vais l'approfondir en démontrant que le bipolarisme, quelle qu'elle soit, à l'échelon local, comme à l'échelon national, comme à l'échelon international, a été aussi remise en cause et que la Nouvelle-Calédonie donc va peut-être, j'ai bien dit peut-être, connaître cette même évolution. Ensuite, les chemins possibles vers la troisième voie, c'est une réflexion que je vais vous faire partager par rapport donc à l'analyse politique que j'ai pu en tirer, à la fois par mon expérience, mais aussi par les contributions, les interventions que je peux faire en sciences politiques sur le sujet. Alors, qu'est-ce que la troisième voie? Je ne vais pas brosser en profondeur, néanmoins, nous avons les deux grands idées, courants de pensée qui sont issus de la guerre froide et qui sont même nés de l'apparition donc du libéralisme et de la mondialisation, qui sont celles du libéralisme et du socialisme. Donc la troisième voie voudrait faire en sorte qu'il y ait une forme de consensus, de conciliation, et qu'on appellerait donc le social-libéralisme. Vous avez, durant la guerre froide, des positionnements qui ont été dans le sens de proposer à chaque fois une proposition alternative à cette bipolarité. Donc, durant la guerre froide, vous avez le positionnement, bien sûr, des États-Unis, qui, dans leur modèle politique et libéral de démocratie, proposaient en même temps le modèle économique du libéralisme, et de l'autre côté, le socialisme. Vous avez donc aussi l'URSS, dont le modèle a échoué, pour les raisons que l'on sait. Néanmoins, vous aviez aussi une proposition de troisième voie. Vous avez les non-alignés à la conférence de Bandung en 1955. Et vous aviez d'autres personnes qui, pendant la guerre froide, avaient, donc, comme Otasik, en République tchèque, écrit un ouvrage qui n'a pas trouvé à s'exprimer politiquement, quoiqu'il ait eu la volonté et qu'il ait eu donc une majorité à cause du poids donc de l'Union soviétique à l'époque, et qui s'appelait donc une démocratie économique à visage humain. Et donc aujourd'hui, on peut citer Macron, à la mesure où c'est un homme socialiste qui prend aujourd'hui donc des contours un peu libéraux, si ce n'est plus. Néanmoins, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons cette troisième voie qui fait son chemin et qui définit autre chose qu'une alternance simple, basique, binaire entre le libéral et le social. Lorsque j'ai remonté les recherches sur la troisième voie, c'était d'abord une conception religieuse. Une conception religieuse à la fin du XIXe siècle. Et ça m'a surpris, parce que c'était donc le pape Léon XIII qui l'avait annoncé dans Rerum Novarum, dans un encyclique. Et lorsqu'il a annoncé, c'était déjà pour trouver une bivalence, en dehors de cette bivalence, trouver une alternative soit au socialisme, soit au libéralisme. Par contre, sur le plan local, qu'est-ce que la troisième voie? Curieusement, elle est passée d'une alternance socialiste et libérale à, je ne dirais pas que c'est curieux, parce que lorsqu'on fait l'historique et la rétrospective, c'était des solutions politiques qui ont été apportées à ce questionnement. Néanmoins, le libéral a été manifesté par une posture loyaliste et le social a été manifesté par une posture indépendantiste. Cependant,
lorsqu'on fait l'étude, l'analyse de ce qui a été proposé comme politique de chacun des côtés dont on parle, que ce soit du côté loyaliste ou du côté indépendantiste, les choix économiques, je le répète jusqu'à maintenant, ont toujours eu une obédience plutôt libérale, capitaliste. Et c'est important de le dire car, quelque part, ça démontre que le cheminement d'une troisième voie, elle est ici en Nouvelle-Calédonie, d'abord une solution politique, institutionnelle. Qu'est-ce qu'on propose? Soit l'indépendance, soit le maintien au sein de la République française. Donc une troisième voie, quelle est-elle? C'est le grand mystère. Qu'est-ce qu'on peut proposer autre comme solution institutionnelle qui n'ait pas été envisagée? Et c'est là où nous allons nous poser donc une question intéressante, se demander déjà, est-ce qu'il faut proposer une solution autre? Pourquoi il faut se la poser cette question? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une nécessité forte de cette troisième voie, du moins dans l'analyse que j'en fais? Alors, l'élément qui est, lors des dernières provinciales, revenu à la mode, ou du moins qui a pris des contours de posture de politique indispensable à mener de la population néo-calédonienne, ce sont celles des inégalités sociales. Les inégalités sociales, pourquoi? Alors, pour revenir à une étude de l'ISEE, qui a été faite en 2010, et qui a été exploitée ensuite dans le cadre de colloques de l'université, vous avez donc 55% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Plutôt 55 000, pardon, excusez-moi, 55 000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté en Nouvelle-Calédonie. Le seuil de pauvreté, certains n'aiment pas ce terme de seuil de pauvreté, préfèrent précarité. Lors des interventions que je peux faire ou des meetings que je peux faire, chaque fois que j'utilisais le terme de pauvreté, chacun était choqué, que ce soit dans le nord ou dans le sud, d'autres non. Néanmoins, au niveau de l'ISEE, ça a une précision très simple, c'est que c'est une consommance par rapport au revenu, ce qui est normal, de 72 800 francs CFP par mois. Et donc, on pourrait dire que on a une forme de libéralisme qui s'est imposée. Les accords de Matignon, comme les accords de Nouméa, ont laissé prévaloir, il faut le dire, un développement économique qui a laissé très peu de place pour les politiques sociales. C'est une conclusion qu'on peut faire en 2010, donc ces conclusions scientifiques, qui ont montré donc que finalement, les mêmes personnes qui étaient privilégiées sur le plan social ont le plus bénéficié de la croissance en Nouvelle-Calédonie. Et c'était donc une sonnette d'alarme qui a été tirée par l'université déjà en 2010. Cependant, nous sommes 10 ans après. Et c'est un élément qui revient et qui est revenu de façon prégnante dans les dernières provinciales. Ensuite, sur le référendum. Dans quelle mesure est-ce que ce référendum a été révélateur? Car lorsque nous faisons le constat du référendum, 43-57, nous avons les mêmes proportions, le même distinguo entre loyalistes et indépendantistes qu'il y a 30 ans. Avant le référendum, vous aviez des voix, en particulier de la droite, si on peut les appeler ainsi, qui exprimaient le fait que l'indépendance était soldée et que la croissance économique locale avait permis de créer une classe moyenne qui n'avait plus vocation à demander une indépendance, en particulier parmi les Kanaks, et donc qui étaient satisfaites de leur situation. Et donc par rapport à un projet de société inexistant du côté indépendantiste, et je le dis donc, non pas son nom sont provoqués, mais
dans le concept qui avait été, ou dans les paroles qui ont été dites avant le référendum, il y avait une forme de satisfaction, d'autosatisfecit, sur le fait qu'il y avait une croissance et que la Nouvelle-Calédonie n'avait pas vocation. Bam, vous avez le couperet du référendum, bam, 43 à 57%, bam, le même distinguo qu'il y a 30 ans. Rien n'a changé. Et la question, c'est de dire, alors, qu'est-ce qui n'a pas été réglé? Car ces 30 ans de solution additionnelle, de développement économique, il était là, le postulat. C'est que la Nouvelle-Calédonie n'était pas développée, qu'il n'y avait pas d'outils économiques internes, que les solutions institutionnelles qui étaient proposées, une province nord indépendantiste, une province île indépendantiste, une province sud loyaliste, n'étaient pas de nature à faire en sorte que les problèmes de fond qui ont été soulevés il y a 30 ans soient résolus. Et c'est ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que lors de ce référendum, beaucoup de jeunes ont voté. Des personnes qui n'avaient pas connu du tout les événements. De leur interrogation, donc, on revient peut-être à cette conception sur ces inégalités qui, dans un contexte de libéralisme plus ou moins total, assumé, a fait en sorte que l'esprit, finalement, le social, qui était peut-être un des éléments qui ont prévalu à l'apparition de l'indépendantisme, n'ait pas été abordé. Et le dernier élément qui fait que c'est important, donc la question de la politique assimilationniste, pourquoi j'en parle ici, par l'économie, c'est que lorsque vous évoquez le début du bipolarisme, à quel moment est apparu le bipolarisme en Nouvelle-Calédonie dans les années 70? Pourquoi? Vous faites un premier bilan de cette troisième voie, vous dites, première voie, indépendant, deuxième voie, loyalisme, troisième voie, ça a déterminé. Mais c'est l'indépendantisme. Pourquoi est-ce qu'elle est née à 40 ans? Je vais faire une petite théorie, une petite approche qui n'est pas mienne et qui a été faite par un professeur de l'université de Laval lorsque j'étais étudiant en histoire, donc à l'université de Nouvelle-Calédonie, qui a fait une intervention sur Jean-Marie Tjibaou. C'était en 93. Et il avait eu une petite phrase simple en disant que ce qui a causé la naissance de l'indépendantisme, c'était avant tout la fin du boom du nickel. C'était les raisons économiques. C'était l'apparition de ces inégalités. Et l'apparition de ces inégalités fortes en montrait quoi? D'une part, que les Kanaks étaient sous-qualifiés. D'autre part, qu'ils étaient les premiers dans la rue. Et qu'ensuite, ils devenaient sensibles à l'idée d'indépendance, qui tout d'un coup devenait une solution à leurs maux de tous les jours, à leurs maux quotidiens. Et c'est une analyse qui m'a paru pertinente, crédible, que j'ai creusée par la suite, et qui démontre que cette troisième voie, selon en est une, ne peut pas se faire l'économie d'une analyse et d'une rétrospective du cheminement politique en Nouvelle-Calédonie et l'apparition du bipolarisme. Et à partir du moment où vous avez la naissance de l'indépendantisme dans les années 70, à partir du moment où vous avez eu les loyalistes modérés qui ont porté un indépendantiste à la tête de l'exécutif et qui a échoué pour ce faire, car par la suite, vous avez eu les événements, le bipolarisme s'est consolidé, s'est conforté, mais dans des solutions politiques, institutionnelles. Les éléments économiques qui ont plus ou moins prévalu à l'apparition de l'indépendantisme, il faut le dire, ont été plus ou moins oubliés. Elles réapparaissent aujourd'hui dans les dernières propositions de programme des provinciales et aujourd'hui deviennent une forme de priorité. Car
il y a une forme de conscientisation sur le fait que avoir 55 000 personnes qui vivent sur le seuil de pauvreté, qu'il y ait des problèmes d'insécurité, de délinquance, il y a peut-être autre chose. Et que les premières analyses sur la reconnaissance culturelle, nous sommes ici dans le cadre du Centre culturel Jean-Marie Tjibaou, qui est l'essence même de cette réponse sur la reconnaissance culturelle. Mais peut-être qu'il y avait plus, peut-être qu'il y avait autre chose. Et c'est cette question-là à laquelle la troisième voie doit répondre. Est-ce qu'il y a autre chose? Le dernier point, c'est le nationalisme local. Est-ce qu'il y a un nationalisme local? La troisième voie, si la nationalisme local ne peut pas se satisfaire d'une question ou d'une réponse sur indépendance ou non. Lorsque je reviens souvent parce que j'ai à la fois élaboré ces éléments dans le cadre de l'analyse politique juridique et en sciences politiques, mais j'ai aussi pratiqué, donc j'ai eu des petits éléments, et c'est là-dessus que je vais vous faire partager donc ces petites expériences, c'est que à chaque fois, j'ai eu des questionnements sur le fait de vouloir ou non contribuer au nationalisme local. Et des personnes différentes. Quand aujourd'hui, lorsqu'on parle d'indépendance, c'est identifié kanak, socialiste. De l'autre côté, loyaliste, calédonien. Pardon pour ce terme, pour certains qui ont du mal à l'appréhender encore, mais caldoche. Cette identification-là, c'est plus ou moins confondu. Il y a quelque chose qui est apparu où désormais, il y a une forme de nationalisme qui a émergé, mais qui n'émerge plus seulement dans le cadre de cette bipolarité, pour ou contre l'indépendance. Et dans cette approche que j'ai eue, je me suis aperçu que les personnes ne pouvaient pas se satisfaire à chaque fois de cette réponse. Et que derrière cette troisième voie, il y a la volonté de pouvoir peut-être revenir finalement à un climat mondial d'alternance. Aux États-Unis, vous avez les républicains, vous avez les démocrates. En France, jusqu'à Macron, vous avez eu les socialistes et les républicains, la droite, la gauche. Et localement, finalement, cette troisième voie, c'est peut-être ce retour vers des solutions classiques, basiques, nationales, entre une alternance gauche-droite, mais gauche identifiée. Alors, on va faire sans le PowerPoint, peut-être parce que je n'ai pas eu un mot pour les petits lutins du CCT et qu'ils essaient de se venger sur mon ordinateur. Non, moi, c'était la cause de retard, donc on ne va pas en prendre, je vais continuer. Sur la troisième voie et sur la question donc du cheminement vers la troisième voie. Lorsque on propose ici ce que c'est qu'une troisième voie, on évoque le fait que vous avez donc 2 référendums dans les 3 ans à venir. 2 référendums. Qu'est-ce que ces 2 référendums vont apporter à la troisième voie? Elles sont là plutôt pour consolider le bipolarisme, parce que la question est très binaire. Pour ou contre l'indépendance, pour ou contre le maintien de la République, le maintien de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République française ou non, ou son accès à la pleine souveraineté, être indépendante ou non. Eh bien, curieusement, non. Non. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que lorsque vous avez, pendant 30 ans, avant
la période des accords de Matignon, de 1988 à 1998, de Nouméa, de 1998 à ce que nous vivons aujourd'hui, jusqu'en 2022, vous avez le même constat de division. Il y a soit une solution d'accord prolongé, donc d'autres accords, soit un changement de paradigme. Je suis sûr que vous allez me demander, du moins c'est ce que je suppose, quel est ce changement de paradigme? Qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce qui fait que nous allons vers autre chose qu'une bipolarité? Est-ce que c'est possible? Lorsque vous avez une alternance libérale sociale, lorsque pendant la guerre froide, vous avez d'une part le projet socialiste soviétique et d'autre part le projet libéral américain, le libre-échange et la démocratie qui s'en suivraient, et de l'autre côté donc le socialisme, avec le fameux partage, le communisme, vous avez des deux côtés une identification sociétale. En gros, un projet de société. Vous me dites, est-ce qu'on y va? On a toujours les mêmes loyalistes. On a, ou du moins, ça commence donc à se diversifier. Et de l'autre côté, on a toujours les mêmes indépendantistes. Est-ce qu'il va avoir un véritable enjeu de projet de société? Ça peut être la question de la troisième voie. C'est de dire, finalement, que ni l'indépendance, ni le maintien au sein de la République française ne sont les solutions, ne sont un aboutissement. C'est juste un moyen d'atteindre un objectif de projet de société. Et que donc, si on arrive au même résultat du côté indépendantiste, sans en arriver au maintien plutôt de la République française, sans en arriver à l'indépendance, est-ce que la question institutionnelle, à ce moment-là, n'est pas secondaire? Donc, voilà vers ce principe du paradisme. Est-ce qu'on peut aller vers la fin du bipolarisme? Ce n'est pas certain. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des nouveaux partis des deux côtés, indépendantistes ou loyalistes, qui vont essayer d'aller au-delà en proposant un projet de société à l'intérieur duquel le but n'est pas le maintien, le but, c'est autre chose. La réparation des inégalités, le partage des richesses, une société plus juste. Vous avez Génération NC, par exemple, mais qui pense que le moyen du maintien au sein de la République française est beaucoup plus utile et sert ces objectifs-là. De l'autre côté, même si nous avons encore le cheminement de l'indépendance, il y a aussi la possibilité de poser des projets de société à ce niveau-là. De dire pourquoi est-ce qu'il y a 40 ans, l'idée d'indépendantisme est apparue? Est-ce qu'il y a un moyen de le résoudre maintenant, en dehors de l'idée d'indépendance? Et c'est ce qu'on appelle, et que certains ont évoqué de façon très provocante, mais enfin du moins pour les indépendantistes, est-ce qu'on peut solder dans la troisième voie l'idée de l'indépendance? Parce que c'est l'indépendance qui a mis en avant, la naissance de l'indépendantisme, qui a mis en avant la bipolarité actuelle que nous vivons. Est-ce que c'est une possibilité? Du moins, c'est la question. Et dans la troisième voie, ce changement de paradigme de dire que nous devons revenir, quelque part, à une alternance classique et que l'analyse rétrospective de l'apparition de l'indépendantisme fera apparaître des solutions de projets de société qui seront de nature ou non. Ça, c'est des choix politiques par la suite, c'est des réponses politiques par la suite, de répondre
à ce qui a été soulevé il y a 40 ans. Et donc, le principe de cette troisième voie, du moins la recherche qu'on peut en faire, elle évoque ce changement de paradigme. De ne plus faire le maintien au sein de la République française comme l'indépendance, deux objectifs, mais deux moyens, vers l'accomplissement d'un projet de société. Social, libéral, voilà. Et on reviendrait finalement à un schéma plus classique. Ce qui peut être donc un élément de la réflexion vers cette troisième voie. Lorsque vous regardez aujourd'hui, sur le plan politique, vous avez le fameux rapport qui a été proposé sur les voies de sortie de l'accord de Nouméa. 4 solutions ont été proposées. 4. Ce sont des solutions qui définissent la relation plus ou moins lointaine qu'on aura avec l'État français. Il y a 2 solutions au cas où on serait indépendant. Indépendance totale, la France s'en va complètement. Il y a une solution avec une relation de partenariat un peu plus étroite, dans le cas d'un État associé. Et vous avez 2 autres solutions dans le cas du maintien. Et donc une solution avec une relation de compétences régaliennes partagées ou de statu quo. Mais ce sont des solutions qui n'évoquent que la relation avec l'État. Aujourd'hui, il n'y a pas de proposition institutionnelle. Quelles sont les institutions de demain? Et cette question-là, je ne vais pas répondre, mais elle met en avant le fait que lorsqu'on propose une troisième voie, on propose un changement de paradigme, vous avez aussi une proposition à la fois économique, institutionnelle, politique, dans un cas de projet sociétal. Donc, et là je répète ce principe de changement de paradigme. Voilà en gros ce qui est apporté, c'est que vous avez une confrontation de projets de société qui ne mettrait plus en avant le maintien de la République française ou qui ne mettrait plus en avant l'indépendance. Non seulement comme des buts, mais comme des moyens. Ce que prévoit aussi l'accord de Nouméa, c'est que ces questions seront réglées après les 2 référendums. En 2022, vous aurez le dernier. Et à la suite, si jamais on est dans le statu quo actuel, le maintien au sein de la République française, il dit que les hommes, donc les élus, se poseront autour d'une table et réfléchiront. Et dans le cadre de cette réflexion, dans le cadre de nos recherches, il y a 3 ans, lorsque dernièrement, donc j'évoquais les provinciales, j'évoquais souvent le fait que ce ne sont plus des provinciales comme les autres. On n'aura pas de politique provinciale comme les autres. Nous sommes rentrés dans un quotidien de provincial, mais néanmoins la réflexion institutionnelle du projet de société, elle est au cœur des 3 ans à venir. Et je terminerai par ces aspects-là, parce que ce qui va nourrir, à mon sens, la discussion, c'est cette troisième voie qui a été quelque chose sur lequel il y a eu beaucoup de profondeur historique sans qu'il y ait d'affirmation politique. Pour l'instant, c'est de l'ordre de l'utopie. Et à la fin, il y a pourtant une réalité sociale qui va lui donner donc une forme de consistance. Et j'ai eu plaisir à entendre, lors d'un dîner, pour le départ d'un fonctionnaire, qui disait que tout est à construire et que dans les 3 ans à venir, chaque moment que nous prendrons pour contribuer à construire cet avenir institutionnel et politique sera utile et que chacun doit y contribuer. Ce qui fait que, pour ma part, et là-dessus, c'est cette volonté de statut permanent ne peut pas s'affranchir
d'une réflexion de projet de société. Et voilà, donc, sur ces points-là, je voudrais vous faire porter donc, à la réflexion sur les échanges que nous aurons. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci. Bonjour à tous, merci de cet exposé. Je me permets de prendre le micro en premier s'il n'y avait pas trop de questions. Il y a 2-3 petites choses qui m'ont fait un petit peu tiquer, quoi. Donc que j'aimerais signaler, et puis peut-être après poser une question. Le truc qui m'a fait bondir, c'est d'entendre que Macron était socialiste. Alors, même s'il se prétend une fois socialiste et une fois ne jamais avoir pris sa carte au Parti socialiste, ou ne pas l'être, hein, puisqu'il y a le discours du « en même temps », on peut juger un homme politique également sur les lois qu'il propose, sur la direction politique qu'il implique dans le pays, et sans être un éminent politologue ou un grand spécialiste de ce qui se passe en métropole, s'il y a les gilets jaunes depuis le 17 novembre dans la rue, c'est qu'il y a quand même un problème avec la population. Et je trouve ce problème dramatique, enfin catastrophique même, parce que pour moi, il fait une économie totalement libérale et à l'opposé du socialisme. On pourrait citer quelques décisions qui sont prises, comme les accords de libre-échange, le CETA qui vient d'être passé, donc qui va d'ailleurs avoir une implication ici. Comme la suppression de l'ISF. La suppression de l'ISF, voilà, toutes ces choses-là, pour moi... J'avais juste dit qu'il était supposé être loyaliste, socialiste. Oui, c'est ça. Et que par la suite, donc, voilà, sa politique... Voilà, donc, ouais. On est donc d'accord là-dessus. Donc la question et la troisième voie à laquelle moi je pensais était plutôt orientée vers quelque chose qui n'a pas été mis en place mondialement parlant, on va dire, que ce soit la gauche ou la droite, mais plutôt une nouvelle forme d'économie, au sens du mot économique, gestion de la maison, quoi, c'est-à-dire la gestion de la vie. Et en particulier, je ferai référence à Marcel Mauss, qui développe des théories sur l'économie du don, et où il trouve son inspiration d'ailleurs ici, enfin en Mélanésie, quoi. Et donc je pensais que c'était, on va dire, une autre forme à inventer, parce que comme vous l'avez dit, l'URSS a été un échec, mais pour moi, le libéralisme qui est mené aux États-Unis est un formidable échec également, parce qu'il conduit les peuples à la guerre pour continuer de faire fructifier une petite oligarchie qui s'enrichit de plus en plus. J'aimerais comparer la fortune de Bernard Arnault, par exemple, hein, parce qu'on ne se rend pas bien compte de ce que ça représente des milliards. Si vous prenez la somme que peut accumuler dans sa vie de labeur une personne qui va travailler, que ce soit un cadre supérieur ou un ouvrier, vous arrivez à une hauteur de billets, si on mettait tout ça en billets de 100 €, de 50 cm à 1 m 60, quoi. C'est à peu près la fortune, ça représente à peu près 100 000 €, bon, la fortune que peut... il en est à 80 milliards. Alors 80 milliards, on a du mal à compter tellement il y a de zéros. Ça représente une hauteur de billets de 100 € équivalente à 80 km. Une seule personne détient autant de fortune. Alors on pourrait se dire, bon, bah, très bien, on est heureux pour lui, hein, peut-être si ça le rend plus heureux. Mais la problématique, elle n'est pas là. La problématique, elle est que c'est au détriment de tous les salaires qui sont bloqués depuis des dizaines d'années en métropole, depuis d'ailleurs 83, quand il y a ce revirement quelqu'un qui se disait socialiste et qui bloque l'indexation des salaires sur l'inflation. Voilà. Donc depuis ce temps-là, tous les gens travaillent, fournissent de la richesse qui profite à une petite classe d'oligarques. Et du coup, c'est pas pour moi une voie vers laquelle il faudrait aller, quoi. Donc j'avais beaucoup plus d'espoir dans une voie nouvelle, issue d'autres réflexions, issue d'autres cultures, on va dire. Voilà. Je vous remercie. Juste pour cette question très intéressante, néanmoins, lorsque, là, en Nouvelle-Calédonie, on parle d'une troisième voie.
comme je vous l'ai dit, c'était pas du tout une voie économique. Ce qui est envisagé d'abord, c'est une solution institutionnelle. On est toujours dans la solution politique. Ce dont je parle et ce dont je voudrais tracer finalement les prémices d'une réflexion, parce que c'est quelque chose qui voit un changement de paradigme dans la vision qu'on a dans le futur, parce que nous sommes dans la corne de mer, entre indépendance ou non. On n'est pas encore arrivé au point de faire une proposition de modèles économiques différents. C'est-à-dire que dans ce dont vous parlez, et ce dont j'envisage aussi, par exemple, c'est de l'ordre, quelque part, de l'invention, je suis d'accord avec vous. Néanmoins, pour en arriver là, il faut d'abord qu'on soit dans un projet de société qui amène à la réflexion autour de cela. Parce que ce n'est pas du tout dans le cadre d'un simple choix économique, nous sommes d'accord. C'est tout un projet de société derrière. Et sans cela, que c'est compliqué de venir proposer une voie qui peut paraître utopique à ce titre-là. Aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, où nous avons un tracé politique très fort, institutionnel, où le changement de paradigme, qui est le changement aussi d'espace mental, de dire que ce n'est plus forcément l'indépendance la solution, ce n'est plus forcément le maintien de la République française, mais que c'est aussi une réflexion pour les sociétés, à l'intérieur duquel l'indépendance va être une solution, ou à l'intérieur duquel le maintien de la République, au sein de la République française va être une solution. À ce moment-là, peut-être, l'élément par rapport à Marcel Mauss sur le don contre don, ces réflexions-là d'ordre économique pourraient être amenées. Mais ce qu'on a vu dans le référendum, dernier, c'est que on n'en est pas encore là. C'est dur à dire. Le postulat est clair en Nouvelle-Calédonie. On n'en est pas encore là. Lorsque vous avez cette épée de Damoclès institutionnelle qui plane depuis 30 ans sur la Nouvelle-Calédonie et sur lequel des discours, on peut le dire, parfois irrationnels, de peur, font revenir finalement à des instants de réflexion qui sont politiques et institutionnels, on a du mal à se projeter sur d'autres modèles. Alors que les deux modèles existants ne semblent même pas coexister ici. Le socialisme en Nouvelle-Calédonie. Le libéralisme, c'est ce qui prévaut, parce que c'est la mondialisation. C'est les cours à Londres, le LME. Donc, lorsqu'on parle ici de bipolarité, on parle de bipolarité institutionnelle. Mais les deux grands projets que sont le projet libéral et sociétal, et les deux grands projets que sont le projet aussi social, ils ne sont pas là. Ils ne s'affrontent pas. C'est là-dessus que je veux mettre le curseur. C'est déjà le changement de paradigme. Et une fois qu'on aura ça, on pourra réfléchir éventuellement à du social-démocrate. Moi, mon modèle, c'est par exemple les pays scandinaves, où les inégalités de richesse sont beaucoup moins criantes, où le prélèvement, finalement, fiscal de l'État, c'est plus de 50%. Mais pourquoi? Pour nourrir la répartition des richesses. Ici, en Nouvelle-Calédonie, c'est 18%. 20%, on va dire, qui est prélevé sur le plan fiscal. Et pourquoi? Est-ce qu'il y a une redistribution des richesses comme en France ici? 18% du PIB en métropole est dévolu au social. C'est une fiscalité sociale. Le RSA, vous avez donc aussi la CAF, c'est une forte sécurité sociale. Mais le but, c'est quoi? C'est défendre un projet qui semble être remis en cause. Parce que là, les Gilets jaunes, c'est aussi un peu parce qu'on a ébranlé les acquis, les fameux acquis sociaux. Et donc, on n'en est pas encore là. Le curseur de la troisième voie, c'est ça. C'est de dire, est-ce qu'il n'y a pas à élever, finalement, le curseur du niveau du débat pour les sociétés? Il y a quelqu'un qui me disait à un moment donné, on a les élus qu'on mérite. Ce n'est pas une critique, hein. C'est de dire que c'est de la responsabilité de l'ensemble des Calédoniens de pousser à cette réflexion-là. Et lorsqu'on occupe, en Nouvelle-Calédonie, parce que tout sujet est politique, une réflexion
qu'elles soient d'ordre scientifique, juridique ou autre, on est souvent catalogué d'un côté comme de l'autre. La pensée n'est pas indépendante en Nouvelle-Calédonie. Il y a une forme de phagocytage constant. Il faut faire avec. Et dans ce constat-là, il faut non seulement dire qu'il n'y a pas de projet de société, qu'on n'est pas là, qu'on n'arrive pas à poser le curseur sur un débat de projet de société, social-libéral, social ou libéral, et que finalement, quelque part, on a aussi peut-être des hommes politiques qui n'arrivent pas à poser le curseur dessus, même si certains ont émis la volonté de le faire. Mais j'en prends pour exemple un élément très concret, c'est l'éveil océanien. M. Toukoumouli avait dit à un moment donné, avait fait une annonce, où, au moment où il avait donc contribué à l'élection de M. Ouamitan à la présidence du Congrès, il y a eu de la part de son électorat des trop fortes remontrances. Moi, c'est ce que j'en ai entendu parler. Et il est vite revenu à ses premiers amours. La contribution que nous faisons, ou qu'on essaie de faire, que ce soit au centre culturel, qu'essaie de faire l'université de Nouvelle-Calédonie, qui nourrit de façon scientifique, pleine, entière, de façon dynamique surtout, ça je voudrais le saluer. La réflexion au titre du sortir de l'accord de mer fait qu'il y a un curseur entre ce que la population accepte comme niveau de réflexion et ce que nous pouvons tendre. Car si nous sommes dans cette bipolarité-là, le dernier référendum l'a bien évoqué, hein, c'est que quelque part, nous le voulons bien. Et que peut-être, avant d'en arriver finalement à une réflexion économique sur le don, le contre-don, alors qu'on n'a même pas encore à digérer le libéralisme, et qu'on n'avait pas fait encore de socialisme, il y a encore, à mon sens, à travailler. Donc je n'ai pas répondu à votre question, mais parce que je n'ai pas la réponse. Bonjour Luther, donc voilà, Olivier Fandos. Bonjour Olivier. Donc ton intervention voilà, est intéressante dans le sens où elle amène un débat sur la troisième voie. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle au départ, c'est quand on parle d'où vient la revendication indépendantiste, et notamment la réflexion du professeur de Tours, il me semble, en disant voilà, c'est la fin du boom du nickel, les inégalités sociales finalement qui amènent cette revendication indépendantiste. Un des éléments. Oui. C'est un des éléments, effectivement. Et donc, cette troisième voie permettrait de répondre en partie à ça avec un vrai projet de société. Mais pour moi, c'est éluder complètement l'aspect politique. Mais cet aspect politique, c'est l'aspect identitaire. La revendication, le réveil kanak. Ce réveil identitaire, à partir de 69, cette revendication identitaire, elle est toujours présente aujourd'hui. Et le référendum l'a bien montré, comme tu as dit, au bout de 30 ans, certains pensaient qu'avec les progrès économiques, sociaux, etc., on aurait une perte finalement de l'électorat indépendantiste. Or là, on est exactement au même niveau. Ça veut dire que dans le vote indépendantiste, il y a quelque chose d'irrationnel. Il y a quelque chose, en fait, qui n'est pas du tout irrationnel finalement, c'est quelque chose du domaine de l'émotionnel. La notion, pour moi, de troisième voie, elle est dépassée. Elle ne peut pas exister aujourd'hui parce que le vote, les gens ont voté pour le drapeau. L'élément principal du oui, les gens se sont identifiés à ce drapeau parce que quelque part, c'est quelque chose qui part du fond, en fait. Donc, à partir de là, on peut faire un projet de société, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Moi, je pense que cette troisième voie est morte. En 82, la troisième voie existe. Pourquoi ? Parce qu'on a un parti, entre guillemets, centriste, la FNSC, qui voit les événements arriver, qui se dit, bon, si on fait rien, il y a une revendication indépendantiste, si on fait rien, il va y avoir des morts, il va y avoir des événements. Il faut qu'on donne une réponse. Et cette réponse, au départ, elle est effectivement économique, elle est sociétale. Il faut faire une amélioration, il faut améliorer les conditions de vie et répondre aux demandes indépendantistes, tout en restant loyaliste. C'était, pour l'époque, c'était intéressant. Aujourd'hui,
on n'en est plus à ce stade. Aujourd'hui, tout a été fait. On est dans un processus de décolonisation avancée. Qu'est-ce qui reste? Les 5 compétences régaliennes. Effectivement, il pourrait y avoir une idée de troisième voie, mais au point où on en est, le référendum l'a éteint totalement. La troisième voie, elle ne peut se faire finalement que dans l'indépendance, au final. Ce projet de société dont tu parles, il peut se faire que dans l'indépendance. C'est ça, pour moi, la réalité, l'analyse que je fais de ce référendum-là. Les gens ne renonceront jamais parce qu'en dehors des aspects économiques, en dehors de tout ça, c'est l'aspect identitaire, c'est l'aspect émotionnel qui parle. C'est le fait d'être chez soi, d'avoir son pays, voilà. Et ça, on peut amener tout, on peut faire tous les débats, avoir peur, est-ce qu'économiquement ça va marcher, pas marcher, quel est le projet de société, on peut dire qu'il n'est pas abouti, mais les gens votent pas pour ça, les gens votent pour le pays finalement, pour être chez eux. Enfin, voilà, ça c'est mon analyse. Merci de cette question, Olivier. Alors, il y a... je m'inscris légèrement au faux sur le fait qu'il n'y ait pas de troisième voie. C'est que, certes, ils votent de façon viscérale. Il y en a qui le font. C'est important. De façon viscérale, pour l'indépendance. On peut dire qu'il y a finalement un maintien d'un électorat, mais encore minoritaire. Pourquoi est-ce qu'on évoque la troisième voie? Pourquoi est-ce qu'elle est importante? Parce qu'il n'y a pas de consensus et qu'il n'y a toujours pas de projet de société commun. Vous avez dans l'accord de Nouméa quelque chose qui a plus ou moins périclité, qui a été battu en brèche, mais qui finalement a complètement échoué, le destin commun. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que cette volonté, elle a été exprimée dans les accords, où le préambule de l'accord de Nouméa a été dessiné dans le but de former une forme de prémisse de nationalisme. Pour en revenir à quoi 20 ans plus tard? Au même bloc. La question de troisième voie, pourquoi je te parle d'un projet de société? C'est parce que, viscéralement, il y aura toujours des personnes qui, certes, seront attachées au drapeau, aux valeurs, mais et la vraie question, c'est pourquoi? Quelle est l'alternative de réponse qui est apportée? Car il y a eu un écart de 18 000 personnes. 18 000 personnes. On dira, oui, mais donc, il y a des études qui ont été faites en montrant que le vivier de voix qui est plutôt du côté indépendantiste, parce qu'il y a aussi de l'abstention. Néanmoins, si je pose une question simple, c'est est-ce que l'indépendance est un projet, ou tu me diras non? Si le maintien de la République française est un projet, tu me diras non. Ce dont je te parle, c'est que si demain, on se pose, on dit, on va faire un accord pour 50 ans. On va faire un projet institutionnel, l'accord Nouméa 2. J'aime bien cet accord Nouméa 2. Pourquoi pas les accords de Poya 4? Parce que je veux dire, ça c'est bien qu'on change de ville, toi. Mais ce dont je te parle, c'est que nous sommes dans un éternel cycle d'insatisfaction sociale et sociétale. La troisième voie, c'est contribuer à résoudre cette insatisfaction, auquel cas nous remettons à chaque fois les mêmes solutions, les mêmes problématiques, sans jamais les résoudre. Il y a des éléments de fond qui ne sont jamais résolus. Jamais. Quand tu parles de la question identitaire, oui, aujourd'hui, certains croyaient qu'on avait résolu le problème de reconnaissance identitaire de la culture kanak. Mais l'apprentissage des langues, le nouveau projet éducatif, pour ne pas les citer, Calédonie Ensemble avait fait tout son projet politique autour de cette fameuse résolution d'une nation, d'un destin commun local.
je ne vais pas tirer sur l'ambulance, mais où sont-ils aujourd'hui? Où en est le destin commun? Pas non plus les enterrer trop tôt, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une forme d'insatisfaction à la fois ressentie sur le plan de la population avec un vote automatique, avec beaucoup d'abstention. On le voit là au niveau du provincial, où il y a eu beaucoup moins de mobilisation que pour le référendum, même si le corps électoral est différent, en particulier chez les jeunes. Et de l'autre côté, chez toute la population dont je fais partie, qui a été à la fois les enfants de ce processus d'accord et qui arrivent avec ces cheminements scientifiques, intellectuels, etc., pour nourrir une réflexion qui a du mal, finalement, quelque part, à s'implanter sur le projet de société. Et si on fait un deuxième accord, ou un troisième accord, parce que là c'est le troisième, il se peut, en même temps je ne vais pas faire de la politique fiction, que dans 30 ans, on est 43, 57. Et encore, tu vois, des deux côtés, le clivage politique fait que certains luttent contre l'immigration, ce qu'on pourrait appeler une immigration métropolitaine, pour essayer justement de maintenir ces équilibres. Et sur le corps électoral. Voilà aujourd'hui où on en est, le débat politique dans la société calédonienne. Le corps électoral, qui s'exprime et pourquoi? Et donc, voilà pourquoi la troisième voie n'est pas morte. Elle est juste tue. Non pas tuée, mais tue au sens où on est dans le changement de paradigme. Et peut-être que je me trompe, mais ce qui m'a paru intéressant dans un des partis, nouveau parti qui a été créé dernièrement, qui est issu de Calédonie Ensemble, ils évoquaient le fait que chez les royalistes, il n'y avait pas de projet de société, si ce n'est le maintien. Donc, quelque part, ça fait son chemin parmi nos élus. Il ne faut pas désespérer. Mais lorsque tu as 2 référendums, 3 ans, on ne peut pas s'émanciper de ce genre de réflexion. Nullement. Et que le faire, à la fois dans le cadre de société ou dans le cadre universitaire, c'est aussi interroger les élus, de leur dire que votre responsabilité, c'est de proposer à vos électeurs cette réflexion. Donc voilà. Et ce qui est intéressant avec l'intitulé, ou le sous-titre de la troisième voie, c'est Utopie. Parce que pour l'instant, c'est vrai, tu as raison. Pour l'instant, c'est une utopie. Mais j'ai bien dit pour l'instant. Alors, je n'ai toujours pas répondu à ta question, mais du moins, voilà, on est dans le débat. Oui, je voulais poser une question. Là, je suis ici de passage quelques mois. Je n'ai pas à prendre parti pour ou contre l'indépendance, mais je voulais aussi que tu, ou que vous, enfin je ne sais pas comment il faut dire, que vous me répondiez sur un problème. Il y a des études du CEVIPOF sur le vote au dernier référendum qui montrent que les Mélanésiens, les Kanaks ont voté massivement pour l'indépendance, mais que dans ce choix pour l'indépendance, les catégories les plus favorisées ont encore plus voté pour l'indépendance. Ça semblerait, disons, légèrement infirmer ce que vous disiez tout à l'heure sur les causes du choix indépendantiste. Et puis, bon, je voulais peut-être réagir à ce que disait monsieur tout à l'heure. Historiquement, en France, la troisième voie, c'est quelque chose qu'on a mis en avant depuis la 4e République. Ceux qui étaient tenants de la troisième voie, c'était ceux qui étaient
anti-marxiste et anti-droite, quoi. Et il me semble que moi, qui suis un déçu du socialisme, Macron représente très bien la troisième voie, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors pour le vote et l'étude qui a été faite sur un vote kanak indépendantiste, et que finalement les personnes qui étaient d'un certain niveau, d'un certain CSP, aient voté pour l'indépendance. Juste préciser un petit élément, les cadres kanak, c'est 2,7%. Le nombre de Kanaks, pour évoquer ça, c'est surtout l'étude de l'ISEE, donc de 2008, c'est 4%. Et en proportion, cette population donc là est très faible. Et lorsqu'on parle des inégalités, vous avez les 3/4 finalement des populations nord et îles qui sont concernés, je parle des 55 000, qui sont concernés par le niveau de précarité ou de pauvreté, pour ne pas choquer. Mais ce que je veux dire, c'est que même s'il y a un CSP+, ou personnes favorisées, Kanak, qui ont beaucoup plus voté, elles sont en proportion très faible. Et qu'il y a une forme de traditionnalisme du vote, que ce soit au nord ou aux îles. Et il y a juste, et ça c'est intéressant aussi de le souligner, un petit plus dans le sud, en particulier sur la côte ouest, de vote en faveur. Mais il reste toujours 18 000 d'écart. Et que lorsque je dis que ce vote indépendantiste est lié quelque part aussi à la non-résolution de problématiques profondes, ce n'est pas tant au fait qu'il y ait juste une petite partie qui ait atteint un niveau socio-économique, on va dire, peut-être correct, et que beaucoup auxquels ces personnes-là sont confrontées et qu'ils fréquentent tous les jours parce que on est dans un cadre de famille élargi, eh bien, ils réaffirment finalement cette volonté-là parce que rien n'a été résolu. Et que la solution politique reste toujours celle qui prévaut parce qu'il n'y a pas d'alternative. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu, mais en gros, c'est le manque d'alternative politique à ces questions-là, sur la résolution des problèmes fondamentaux des inégalités, qui est aujourd'hui, à mon sens, la réponse, qui est aujourd'hui la grande justification du vote indépendantiste. C'est l'espoir d'un changement. Mais cet espoir-là, il est nourri par le quotidien. Et les différentes études qui ont été menées, qu'il faudrait réactualiser d'ailleurs, et je pense qu'ils sont en phase d'être réactualisés, démontrent que ce sont toujours les mêmes populations qui sont défavorisées, qui ont le moins profité de la croissance, et sur lesquelles donc les solutions sociales n'ont pas, ou plutôt ont été absentes. Et voilà pourquoi j'ai étayé ces aspects-là. Mais vous avez raison de nuancer. Bonsoir, Monsieur Woudjo. Merci pour votre intervention et d'avoir ouvert le débat. J'aimerais aussi faire une petite observation. Je n'ai pas de questions, mais j'aimerais faire un petit témoignage. Pour moi, la troisième voie, c'est ceux qui se sont abstenus lors du référendum, ceux qui ont voté blanc et ceux qui ont voté nul. Pour moi, c'est ça la troisième voie. Et je leur ai beaucoup voulu, parce que la majorité de ces personnes étaient mes amis. Et à un moment donné, je me suis dit, mais c'est leur droit. Ils ont le droit aussi
de s'abstenir. Ils ont aussi le droit de voter nul. Ils ont aussi le droit de ne pas voter du tout ou de voter blanc. Par contre, la question que je me suis posée, et je me pose encore, c'est de me dire, moi qui est un bébé de M. Goa et de Mme Baquès, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour qu'en 2020 et en 2022, ces troisième voix puissent voter pour le oui. Oleti. Merci Janelle de ton intervention. Voter pour le oui ou voter pour le non, c'est aussi une possibilité. Alors c'est vrai que, juste pour l'abstention, 80%, malgré un corps électoral beaucoup plus important de 172 000, de 74 000 je crois, vous avez eu 80% des participants. Un peu moins dans les illoyautés, mais ce qui montre que la question fondamentale de dire est-ce que nous nous maintenons au sein de la République française, est-ce que nous optons pour l'indépendance, renvoie à des solutions, renvoie à des conceptions qui n'ont pas encore, et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, Olivier, qu'elles sont tues, ces troisième voie. Elle est tue, parce qu'elle n'est pas explorée. Une fois que le FLNC et puis l'entente avec les indépendantistes ont périclité en 82, et pour des raisons profondes, les raisons profondes, et les d'ordre plutôt sociétal. Lorsque le boulevard Vauban a été bloqué, j'ai eu le témoignage direct d'une personne qui était là, en l'occurrence Grinat, qui me disait qu'il y a eu des propos racistes sur le fait que les Kanaks puissent occuper la place de l'exécutif. Et que donc, ces éléments de fond sur lesquels on n'ose pas mettre des mots, parce que ça me tue, qui sont apparus quelque part dans les espoirs, c'est difficile d'interpréter. On parle de CSP, mais il n'y a pas de véritable question quand est posée parmi les électeurs par la suite sur les votes au référendum. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'était avant, tous les sondages qui sont parus avant le référendum. Il y avait un sondage qui disait qu'ils sont tous plantés, mais en beauté. Alors, tous ceux qui ont commandé ce sondage, je suis sûr qu'ils ont révisé leurs sous-traitants ou les entreprises qu'ils ont convoquées, mais en tout cas, ils sont tous plantés. Par contre, ils ont eu un petit plus, un petit élément positif. Ils ont interrogé les personnes en disant « Qu'est-ce que vous allez voter pour le référendum et pourquoi ?» Pourquoi ? Et ce qui était très intéressant, c'est que ceux qui ont voté oui, à 97%, c'est ce que tu dis, pour des raisons identitaires. Ensuite, pour des raisons de ne pas, comment je pourrais dire ça, pour des raisons de nouveauté presque institutionnelle. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient l'intention d'un cycle. Et lorsque j'ai regardé ces réponses, j'ai compris que c'est dû aux questions elles-mêmes. Ils avaient qu'un panel de propositions à l'intérieur duquel ils devaient cocher. C'est pour te dire quoi ? Ça veut dire que l'alternative est très pauvre. Pourquoi tu votes pour le oui ? Qu'est-ce que tu veux changer dans ton quotidien ? Qu'est-ce que tu voudrais voir apporter de nouveau dans ton quotidien ? Ces questions-là n'ont pas été posées. Vous laissez des sondages. On coche. Identitaire. Ça veut dire quoi, identitaire ? Quelle est la question de l'identité culturelle ? On peut se poser la question au sein des murs du centre culturel Jean-Marie Tjibaou. Il y a 40 ans, la question identitaire, culturelle. Est-ce qu'elle a été résolue ? Et d'ailleurs, est-ce qu'il faut la résoudre ? Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut résoudre une question identitaire ? J'irai même encore plus loin, est-ce qu'on peut résoudre de façon institutionnelle une question identitaire ? Donc
Voilà, j'aime bien poser les questions. Hein. Je n'apporte pas de réponse, vous avez remarqué. Mais ça fait partie du charme du débat. Merci Luther pour cette conférence qui a au moins le mérite de soulever certaines questions, notamment sur cette alternative finalement à la bipolarité. Alors moi, ça m'évoque pour moi trois réflexions. Je vais aller assez rapidement pour qu'il y ait d'autres questions. La première, c'est vrai que quand j'ai vu le titre de ta conférence, ça a été assez surprenant d'une certaine manière, parce que ce que tu proposes finalement, c'est pas une troisième voie, c'est qu'il n'y ait plus les deux précédentes. Donc au final, on ne pourrait pas parler de troisième voie, mais d'un changement de système, d'un changement de paradigme. Et je suis aussi d'accord avec toi quand tu dis que pour l'instant, cette troisième voie, elle s'est tue, parce que ça fait 30 ans que politiquement et électoralement parlant, il n'y a pas eu de parti qui a pu s'exprimer sur cette fameuse troisième voie, hormis celui que tu as cité, et peut-être au début des années 90 sur le même modèle. Mais sinon, il n'y a jamais eu un parti qui, en s'appuyant sur cette alternative ni indépendantiste ni non indépendantiste, qui a pu obtenir des élus. Donc effectivement, pour l'instant, elle est en sommeil, on attend de voir, on va dire. Et c'est vrai que dans le couloir des référendums, je suis complètement d'accord avec toi, on voit mal comment cette troisième voie va pouvoir émerger d'une manière ou d'une autre. Ensuite, tu parles, c'est une réflexion qui va parler aux historiens, mais quand tu parles de l'émergence de cette bipolarité avec le réveil kanak et l'indépendantisme, je rappelle juste qu'il y a eu aussi une autre forme de bipolarité juste avant, qui a fait émerger ensuite la bipolarité indépendantiste, non indépendantiste, c'est autonomiste, non autonomiste, avec depuis la loi cadre de fer, l'émergence de l'Union calédonienne sur un modèle très autonomiste d'abord dans les années 50. Donc on ne peut pas dire que cette bipolarité, elle a émergé dans les années 70 avec le réveil indépendantiste. Il y avait quelque chose aussi avant qui a scindé et cristallisé la bipolarité en Nouvelle-Calédonie. Et on voit qu'au bout de 50 ans, c'est vraiment très fortement ancré dans les mœurs politiques, on va dire. Et enfin, pour être totalement neutre et objectif sur la manière de voir, quand tu dis qu'effectivement les choses n'ont pas changé en 30 ans, c'est vrai. On voit au niveau des résultats, les choses n'ont quasiment pas changé. Et la réflexion que tu mènes, tu dis que finalement, eh bien, les partisans du non à l'indépendance n'ont pas réussi à convaincre les autres enfin, en tout cas, on n'a pas vu de progression du non à l'indépendance, mais on n'a pas également vu de progression du oui à l'indépendance. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut rappeler, parce que je crois que dans un sens comme dans l'autre, si on veut vraiment être équilibré dans notre manière de réfléchir, c'est que finalement, c'est un échec qui est imputable aux deux tendances politiques. Aujourd'hui, on se retrouve avec une période qui s'annonce de 2, voire de 3 ans, dans lequel on peut imaginer qu'il y aura une évolution, mais très marginale par rapport à ces tendances politiques. Et effectivement, aujourd'hui, cette troisième voie, ce n'est pas une possibilité, c'est une nécessité. Parce qu'on ne voit pas comment aujourd'hui, ni un camp refusera l'indépendance qui est une revendication identitaire, et on ne voit pas aussi comment la majorité de la population aussi acceptera cette indépendance. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est avant tout une nécessité. On verra ensuite, par rapport à cette fameuse phrase de l'accord de Nouméa, les acteurs se réuniront et discuteront de la situation ainsi créée. On verra bien ce dont ils vont discuter au terme de ces 2 autres référendums. Merci en tout cas, et puis j'espère que ça va continuer à faire fructifier les échanges. Merci beaucoup. Merci Pierre-Christophe. Et donc, juste pour le constat que tu fais entre autonomie ou non, c'est vrai que moi, je n'y fais pas un lien majeur. Dans la mesure où quelque part, c'est encore présent dans le camp loyaliste. Ceux qui sont fortement autonomistes et ceux qui veulent un véritable rattachement. Les autonomistes, c'est ceux qui, aujourd'hui, sont presque majoritaires. Mais quand tu regardes, quand je dis presque majoritaire, lorsqu'on parle de l'avenir actuel, enfin de l'avenir de partis encore en place aujourd'hui, c'est beaucoup plus le moins d'autonomie. Ils sont moins autonomistes. Alors que pendant longtemps, il y a eu un parti très autonomiste. Donc du côté loyaliste, les deux tendances se présentent encore. Et c'est pour ça que cette bipolarité, je l'ai mise dans les années 70. Mais après, à voir si l'indépendance,
C'est une évolution de l'autonomie forte. On peut y réfléchir. Mais les années 70 ont montré surtout que lorsque tu regardes Bélanésia 2000, et même avant, l'apparition des partis qui sont arrivés, qui ont proposé une alternative, mais directement indépendantiste. Avec cette montée en puissance, quelque part, de l'indépendantisme, tout de suite, tu as une bipolarité qui s'est installée. Et tout de suite, tu as eu des réponses de la troisième voie. Et qui finalement a été balayée d'un revers de la main par l'histoire. Et quelque part, on ne va pas y revenir, mais les raisons profondes de l'indépendantisme, parce qu'il vise une population ethnique, en particulier, celle kanak, de dire, est-ce qu'ils ont vocation à durer ad vitam aeternam? Est-ce que finalement, comme je l'ai entendu dire, tant qu'il y a des Kanaks, il y aura une indépendance. Il y aura une volonté d'indépendance. On en est là, quelque part. J'ai posé la question à un élu indépendantiste. Je lui ai posé la question en disant, mais pourquoi est-ce que vous voulez être indépendant? Pourquoi? Les deux raisons qu'ils m'ont données, les deux, ont été complètement irrationnelles. Pour moi, en tout cas. Je vais vous les donner. La première, parce qu'il y a eu un premier accord, il y a eu un deuxième accord. Si on en fait un troisième, ça va être barbant. Bon, là, je caricature un peu, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on tourne en rond. La deuxième raison qu'il m'a donnée, là c'est la plus intéressante, il me dit, et ça rejoint ce que disait Olivier, c'est là, c'est viscéral. Alors la question, derrière ça, je me pose la question, je vais dire, mais une fois qu'il y aura l'indépendance, imaginons, je pose des questions de façon complètement abrupte, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il n'y a plus de raison d'être? Ou la raison d'être de partir aujourd'hui, si tu poses comme postulat de dire que ton but c'est l'indépendance. Au lendemain, c'est quoi ta raison d'être? Et donc, on partage, c'est vrai, cette volonté de mettre ça sur la table comme réflexion. Et on ne va rien résoudre ce soir, on est d'accord. Mais néanmoins, cette volonté de changer de paradigme ne peut pas d'une, s'émanciper de travail universitaire, de travail de réflexion de fond, de travail intellectuel, à la fois de sciences politiques, juridiques et autres, mais ça c'est le plus important, d'un investissement politique de la part de toutes les personnes qui à un moment donné, non contents d'état intellectuel, ont envie de s'engager politiquement. Ça a été mon cas avec Malheur, mais je ne désespère pas. Mais en tout cas, c'est dans ce cadre-là. On a divers cheminements, et ce cheminement-là en fait partie. Mais déjà poser la réflexion, c'est déjà un premier pas. Donc voilà pour étayer. Et vous avez remarqué qu'à chaque fois, je ne réponds pas. Pardon. Alors il y avait une question de madame. Voilà, oui. Dans ton exposé, Luther, il manque un mot qui est très important et très significatif pour notre pays, c'est le mot colonialisme. C'est quand même étrange, parce qu'il y a une histoire, et la société actuellement, elle est fondée sur une histoire coloniale, qui a été terrible. Et notre société est toujours coloniale. La société telle qu'elle fonctionne actuellement, elle est tout à fait coloniale. Alors moi, si je suis venu ici, c'est par curiosité, parce qu'effectivement, une troisième voie, ça interpelle. Et les réponses que tu as données, je suis désolé, mais elles ne me paraissent pas assez épaisses. Et surtout, il n'y a pas derrière ce que tu proposes un rapport de force. Parce qu'au final, une troisième voie, elle va éventuellement s'imposer avec des gens qui se retrouvent derrière et puis qui vont créer un rapport de force. Donc, ta proposition, elle est tout à fait minoritaire, extrêmement minoritaire. Si on en reste sur les résultats d'élection, on voit les choses.
Mais je suis quand même assez étonné qu'on ne pense pas qu'il y a déjà une troisième voie en cours. Parce que le FLNKS, il est indépendantiste, mais malgré tout, l'évolution de ses positions politiques, elles sont absolument extraordinaires. Et on peut considérer la société qu'il propose, le projet politique qu'il propose, comme une troisième voie, puisqu'il s'adresse à l'ensemble des communautés en disant « formons ensemble un pays ». Ce que tu dis sur les préoccupations des élus indépendantistes, c'est assez caricatural, parce que j'imagine très bien qu'ils ont quand même, au-delà du simple fait de vouloir l'indépendance de façon, comme tu l'as indiqué, c'est le cœur qui parle, je pense qu'il y a quand même d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte dans leur réflexion. Mais ce que l'on doit constater, c'est ces propositions du FLNKS, qui peuvent éventuellement être positives pour le pays et auxquelles semblait se rattacher Calédonie Ensemble, eh bien, elles ont été refusées par la droite que j'appelle, moi, je ne sais pas si on sera d'accord dans la salle, c'est par la droite coloniale, qui veut garder ses avantages et qui ne veut pas les partager. Et c'est pour ça qu'au lendemain des élections provinciales, on a constaté le résultat. Les gens refusaient les petits pas de Gomez et ses acolytes, et ils ont dit on revient sur une position dure de droite. La position que la réflexion que je me fais, c'est que les deux référendums, a priori, vont donner des résultats relativement semblables, mais qu'est-ce qui va se passer en 2022 lorsque l'identité, lorsque l'idée indépendantiste, la réalisation de cette idée indépendantiste ne sera plus à l'ordre du jour? Comment vont réagir les masses kanaks par rapport à cette nouvelle situation? Est-ce que c'est simplement un accord entre élus qui va calmer cette volonté que moi je comprends, cette volonté d'émancipation, la volonté de construire son pays? Et les concessions kanaks ont été jusqu'au bout de ce qui est possible. On tend la main. Et cette main a été refusée. Et en 2022, la donne va complètement changer et il y a peut-être d'autres éléments, d'autres forces qui vont parler. Voilà, merci. Merci pour cette affirmation forte et vive. Alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas parlé de colonialisme? Et c'est vrai que depuis tout à l'heure, les réflexions et puis les échanges qu'on a eus, même si j'ai participé donc malheureusement aux élections provinciales, c'est que quelque part je ne voulais pas mettre ça sur le terrain politique. Mais le dire, c'est pas forcément être politique. Cependant, lorsqu'on parle de colonialisme, il faut ensuite se poser la question de dire si c'est de nature à apporter une solution de la troisième voie. Le fait de ne pas en parler ne signifie pas qu'on ne puisse pas avoir un avis là-dessus. C'est juste que pour moi, ce n'est pas un terme assez précis, évocateur, qui me permette d'évoquer des éléments un peu plus précis sur le positionnement politique qu'on pourrait avoir. Parce que ça fait 40 ans qu'on a parlé de colonialisme. Et la question, c'est pour quel résultat? Ça ne veut pas dire que rien n'a été fait. Ça ne veut pas dire que rien n'a été amené. Il n'y a rien eu de positif. Mais pour qu'on ait cette posture de solidification, de consolidation de 43-57, c'est que quelque part, le discours doit être un peu plus précis. La volonté de l'exprimer doit être un peu plus ciblée. Et que quelque part, si jamais il y avait un projet, si le projet indépendantiste FNKS s'exprimer, elle doit se faire avec l'ensemble des personnes de ce pays et donc trouver les voies et moyens de convaincre et pas seulement d'attendre une évolution institutionnelle qui va ou pas arriver. Et voilà pourquoi je n'utilise pas ce terme. C'est parce que même s'il est très fortement connoté politique, aujourd'hui, il ne porte pas de solution précise, concrète de politique publique. Voilà pourquoi je ne l'utilise pas. Mais c'est un choix parce que tout est à la cause du colonialisme. Tout.
il y a un problème de délinquance, c'est la société coloniale. Et du coup, on s'abstient de poser une réflexion profonde sur les raisons profondes, sur les raisons de la délinquance. Il y a un problème identitaire kanak, c'est la colonisation. Et après, qu'est-ce qu'on demande alors? Qu'est-ce qu'on organise? Tout cet élément de reconnaissance est une chose. Cependant, s'il y a encore et toujours ce distinguo, cette consolidation, la façon dont la société finalement se divise, cette fragmentation de la population, c'est que quelque part, les solutions passerelles, elles sont tues. Ce dont je pose là, c'est de dire à un moment donné, bon, on a parlé de colonialisme, on en reparlera, mais différemment. De nature à apporter des solutions, à les mettre en avant et de dire voilà ce qui n'a pas été résolu, sur le plan économique, sur le plan sociétal, etc. Et voilà ce qu'il faudrait peut-être mettre en avant comme politique publique. Et qu'en rentrant finalement dans ce rapport de force, qu'il soit un peu plus précis, un peu plus affiné. Et c'est dans ce cadre-là, finalement, quelque part, on apporte notre contribution. Lorsqu'on parle des inégalités sociales, là, on donne un élément concret. Lorsqu'on dit il y a 40 ans, il y a des problèmes socio-économiques, là, on donne plus ou moins une ouverture vers des solutions possibles de résolution de ces inégalités pour pouvoir contribuer, quelque part, à plus de passerelles entre les populations de ce pays. Donc voilà pourquoi je n'utilise pas ce terme de façon systématique. Parce qu'on l'a déjà utilisé, beaucoup, à divers degrés, pour diverses solutions, sans qu'il y ait jamais eu de résolution. Donc on peut essayer autre chose. Et sur le projet de société de FLNKS, ces éléments-là viscérales, moi je parle juste d'un témoignage que j'ai eu. C'est-à-dire que c'est une interrogation que j'ai faite directement à un responsable politique. Et les réponses, pour moi, ont été de nature à surtout interroger les réponses que moi j'aurais peut-être à apporter, quelque part, ou que j'aurais peut-être amené pour pouvoir nourrir un débat ou néanmoins susciter des politiques publiques précises. Mais la question de dire que le colonialisme, finalement, c'est peut-être un des éléments du problème, ça a été évoqué pendant longtemps sans qu'on apporte des solutions précises. Et il faut bien comprendre que, lorsqu'on voit l'exemple des pays africains, l'accès à la pleine souveraineté n'est pas signification, ça ne signifie pas qu'on va cesser le colonialisme. C'est pour ça que le colonialisme survit quelque part à l'accès à la pleine souveraineté avec le néo-colonialisme. Mais ça, c'est un autre problème. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu, mais en tout cas, voilà. C'est des éléments de réflexion que je voulais apporter. Bonsoir. Tout d'abord, merci pour cette conférence très claire, parce que c'est un petit peu aller en dehors des sentiers battus que d'évoquer ce bipolarisme et essayer d'en sortir. En tant que... Moi, je travaille sur l'humain, et chaque fois qu'un humain pose un acte ou qu'il crée quelque chose, il le fait dans le prolongement de ce qu'il est, c'est-à-dire il reste un humain. Et ce qui est intéressant en tant que formatrice qui accompagne des gens dans leur plein potentiel humain, c'est de s'apercevoir qu'on peut construire un pays comme un humain se construit, c'est-à-dire à partir d'un socle et puis vers une extension. Et bien sûr, on touche au bipolarisme aussi, parce qu'il y a le problème, d'une part la problématique et d'autre part la solution. Et on essaye sans arrêt de sortir et de la problématique et de la solution et de faire que cette troisième voie que vous évoquiez tout à l'heure soit une passerelle qui soit profitable et bénéfique. Donc c'est très intéressant d'écouter votre conférence et de m'apercevoir que finalement, les problèmes qui touchent le monde, qui touchent la société, sont exactement les extensions des problèmes qui touchent l'humain, lui-même, en construction depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. L'identité de l'enfant reconnue et l'extension dans l'adulte où il va
il va s'ouvrir davantage, passer donc du moi au nous. Et ce bipolarisme qui existe dans le moi et dans le nous est exactement le même que celui qui se rencontre dans un pays en émancipation. C'est un humain en construction, c'est exactement la même chose. Et on quitte un bord et l'autre bord, c'est-à-dire qu'on fait en sorte de faire se rejoindre les deux bords, afin qu'il n'y ait plus de bord, que l'être soit un, c'est-à-dire entier. On apprivoise les deux parties qui font le clivage, et on a à la fin un être humain complètement réuni, pacifié de l'intérieur, parce qu'il n'y a plus ces problèmes qui font la déchirure. Alors je ne sais pas, c'était mon regard personnel de formatrice qui me permet d'appréhender le pays dans lequel je vis, et si je peux s'y apporter ma pierre à l'édifice. En tout cas, merci pour cette conférence très claire pour moi. Merci à vous pour ce témoignage. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Thierry Blaiseau. Je représente ici une association nationale qui s'appelle Anticorps, Anticorruption. Je tiens à signaler que plusieurs personnes de votre mouvement, le MNIS, m'ont d'ailleurs approché pour essayer d'analyser les problèmes de manque d'éthique en politique et les moyens de lutter contre la corruption. Mais enfin, ce n'est peut-être pas l'essentiel. Enfin, je voulais un petit peu rendre hommage quand même à votre mouvement, puisqu'il semblerait qu'un certain nombre de personnes s'intéressent au sujet principal qui me préoccupe. Je voudrais revenir sur Jean-Marie Djibaou. Jean-Marie Djibaou, à l'origine, il a été souvent en conflit avec le mouvement indépendantiste. Et je vais rappeler deux éléments. Le premier, c'est lorsqu'il y avait eu la crise de Hong Kong dans les années 70 et que les Hongkongais n'avaient pas du tout envie de devenir vraiment des Chinois à part entière, Jean-Marie Djibaou avait fait une proposition que j'ai retrouvée dans un livre de M. René Guiard, le fils de l'anthropologue. Il avait fait une proposition de faire venir quelques centaines de milliers de Hongkongais en Nouvelle-Calédonie. Et l'autre point, donc, si vous voulez, je pense à une autre idée de Jean-Marie Djibaou. Notre identité, elle est devant nous. Et j'estime que ça, c'est très important parce que quand on parle de réveil identitaire, des identitaires, personnellement, je suis absolument opposé à tout ce qui est identitaire. D'ailleurs, en France, il y a un mouvement qui s'appelle les identitaires. C'est un affreux mouvement d'extrême droite raciste, et je vous assure qu'ils ne sont pas très fréquentables. Et Jean-Marie Djibaou ne se posait pas du tout dans cette vision. Lorsqu'il dit « notre identité, elle est devant nous », ça veut dire qu'elle est à construire. Elle est à construire avec des nouvelles personnes, éventuellement avec des Hongkongais, éventuellement avec plus de personnes dans le pays, pour avoir une base économique plus solide. Et voilà. Je fais le lien avec la dernière conférence sur Jean-Marie Djibaou, il y a à peu près un mois. Voilà. Alors, je voulais juste vous taquiner un petit peu là-dessus, mais je pense que c'est important de réfléchir à l'avenir de ce pays quand même. Après les référendums, y aura-t-il un pays viable, ce petit caillou perdu dans le monde, dans le Pacifique? Est-ce que ce sera viable au point de vue construction d'un État, au point de vue économique? Alors, cependant, je ne nie pas du tout le droit total à l'indépendance. Si c'est le souhait des gens d'ici, ce n'est pas un problème. Cependant, il me paraît peut-être clair que s'il y a, comme l'a rappelé M. Tukumuli, de l'éveil océanien,
Il voudrait faire venir beaucoup plus de personnes, justement, pour qu'il y ait une vie économique beaucoup plus forte sur ce pays. Voilà. Je ne suis ni indépendantiste ni loyaliste, vous l'avez compris. Alors, merci de la question. C'est vrai que c'est compliqué de ne pas faire en sorte que cette conférence prenne une tournure politique. Mais pour revenir à ce que vous disiez sur l'identité et le nationalisme, les extrémismes quelque part, entre le socialisme et le libéralisme, c'est vrai que les nationalistes en métropole, le Front National quelque part, même le mouvement national du Bruno Maigret, c'est ainsi qu'il a évoqué, s'est positionné comme une troisième voie. C'était donc une posture donc, politique en métropole qui ici ne trouve pas écho, mais on verra que dans les rouages, quelque part, de cette pensée politique, il y a des, j'ai bien dit sur le plan politique seulement et intellectuel, des similarités. Néanmoins, la question de la viabilité de l'indépendance, c'est une question qui a été résolue quelque part par le dernier colloque qui a été donné par l'université entre démocratie et souveraineté, et puis une conférence qui a été donnée aussi par M. Chauchat, Mathias, qui a été largement donc, partagée. C'est que c'est une question qui quelque part, n'est pas objective et rationnelle. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on évoque la situation de la Nouvelle-Calédonie, objectivement, je parle, sur le plan du PIB de ce pays, sur le plan de ce que pourra apporter les finances publiques à ce pays, ce qu'elle apporte déjà au niveau des services publics et au niveau du reste, il y a largement de quoi faire. Mais après, c'est des positionnements, c'est des postures, et je ne vais pas rentrer dans ces débats-là. Mais déjà, là, c'est un positionnement politique. Je trouve que c'est une question plus intéressante que de celle, finalement, est-ce qu'on va vers l'indépendance libérale ou celle sociale. Ça, c'est aussi des éléments intéressants. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, comme pour la plupart des scientifiques sur l'université ici, même dans le monde, c'est une question qui n'est plus à l'ordre du jour, quelque part. Même si c'est une question qui mentalement nourrit parfois un discours de peur, que je regrette, parce que, mais des deux côtés, hein, c'est-à-dire des deux côtés, dans les deux camps, et qui fait valoir et qui contribue au fait qu'on n'arrive pas à pouvoir véritablement poser le débat autour de confrontation de projets de société. La viabilité économique ou non, est-ce que l'accès à la pleine souveraineté est une condition pour avoir moins de viabilité économique? C'est des questions qui sont pour moi très politiques, mais politiciennes, au sens où scientifiquement c'est résolu. Ensuite, sur le fait d'amener des immigrés, Jean-Marie Thibault. Alors, je n'ai pas eu cette information, c'est intéressant que je la travaille de la part de René hier, pourquoi des Hauts-Congolais, donc elle viendrait en nombre pour nourrir la population locale, et qui donc ferait écho à ce que disait M. Toukoumoli. C'est particulier, car lorsque vous regardez sur le plan mondial, la démographie n'a jamais été un frein, quelle que soit la vigueur économique. Vous avez des petites économies insulaires qui vivent très bien. Vous avez, par exemple, je vais prendre une économie européenne, hein, tiens, l'Islande, 300 000 habitants. 40 000 $ PIB par habitant. Et ils n'ont pas le nickel. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des exemples nombreux. Sauf que il y a quelque chose dans l'exemple islandais, moi, qui m'a beaucoup plu, qui pour moi est une interrogation, c'est que leur seul... ce qu'ils ont en plus par rapport à la Nouvelle-Calédonie, c'est le fait qu'ils soient un État-nation. Nous sommes presque ici dans la configuration d'un État, presque, parce qu'il y a des consuls qui sont formés,
Il y aura des compétences régaliennes partagées, c'est un transfert irréversible. Et donc, certains diront État-association, d'autres diront collectivité à compétences élargies, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui manque, c'est le deuxième volet. C'est cette partie dont je parlais par rapport aux prémices nationalistes. C'est ces passerelles-là d'une nation et de consolidation de divisions intrinsèques profondes. Et donc, je n'ai toujours pas répondu parce que ces éléments-là, pour moi, en tout cas, s'il faut répondre, le postulat migratoire n'est pas indispensable à vigueur économique. Voilà. Bonsoir. Du coup, c'est plutôt à gauche pour vous, là. Rebonsoir. Ah, pardon. Déjà, merci pour vos interventions, pour avoir ouvert et nourri un débat sur une troisième voie possible. Moi, je suis calédonienne, métissée kanak océanienne, on va dire maintenant, puisqu'il y a plusieurs camps qui se sont ouverts dans le parti loyaliste comme indépendantiste en tant qu'océanien aussi. Si je suis venue ce soir, c'est parce que cette troisième voie-là, elle m'intéresse. Comme tout à l'heure, il était question pour madame d'un socle commun, là. Je voudrais dire que pour moi, les accords, ça a été ce socle commun qui a permis quand même de rétablir la paix, de permettre aux gens de continuer à vivre, en tout cas réapprendre à vivre ensemble au-delà de ce qui a pu se passer pendant les événements qui ont été quand même durs à vivre pour les gens du pays, que l'on se positionne côté loyaliste ou pas. Et à mon niveau, quand on parle en image ou en symbole, ici, ça se fait, et ça s'est toujours fait. S'il faut construire et construire ensemble, vous disiez le destin commun, c'est le grand échec des accords. Ce destin commun, si on parle d'un socle, le socle, ça serait les fondations de la case. Et les poteaux, on peut y placer toutes les ethnies du pays, à condition que ces ethnies-là, je pense, acceptent que la flèche au-dessus, elle soit représentée par la population kanak quand même. Parce que ce pays, cette flèche, ils sont plantés là. Le mélanésien, le kanak en tant que kanak, même si j'aime pas ce mot, moi, je préfère mélanésien, ça c'est moi, personnellement, il est ici, il n'ira pas ailleurs. Un Français, il a quand même sa terre en métropole. Un Wallisien, il a quand même sa terre à Wallis. Un Tahitien, chez lui aussi. Nous, nos anciens, ils sont ici. Ils ont été enterrés ici. Donc la construction, l'ouverture aux autres, on la vit depuis 30 ans. On n'est pas dans l'échec au niveau identitaire et du partage commun et d'essayer de construire ensemble, même si c'est pas facile. Cette troisième fois, il ne faut pas l'enterrer avant qu'on ait essayé de la construire. Comme M. Tjibaou disait, notre identité, elle est devant nous. Oui, identité à construire avec les autres, parce que la culture kanak, elle est déjà là, elle existe, elle a des valeurs. Ces valeurs, elles valent le coup à l'heure où tout le monde se perd, en métropole comme ailleurs, à chercher à revenir à des communautés qui restent sectaires. S'ouvrir aux autres, c'est aussi permettre à nos enfants, à nous, d'aller découvrir d'autres pays, d'autres cultures, leur laisser une marge de liberté dans ce monde où tout le monde se cherche. Et la Calédonie, ça peut être une terre de partage de parole, mais la parole qui a été donnée à l'époque, si Madame Baquès revient dessus, il y en a d'autres qui vont lui rappeler qu'elle a été posée, il y a eu des poignées de main qu'il va falloir resserrer peut-être tous les jours, peut-être qu'il va falloir se redonner la main, mais en tout cas, la troisième voie, le débat, il est ouvert. Depuis des années, il est ouvert. Est-ce qu'on va laisser ces deux gros blocs avec toujours les mêmes personnes décider 30 ans après de rester ou pas sur leur position? Ou est-ce qu'on va amorcer une réflexion qui a été proposée sur d'autres modèles par monsieur, la personne là, qui vous avait répondu en premier tout à l'heure concernant... sa position sur les gilets jaunes et puis un nouveau modèle basé sur le don et le contre-don. Là. Bon, toutes ces réflexions-là, elles peuvent apporter
un peu de nourriture à ce qu'on voudrait construire, nous, au niveau du pays. Mais il ne faut pas se dire qu'on va attendre nos élus. Nos élus, ça fait des années qu'ils campent sur leur position. Donc ceux qui ont envie de se donner la main, de se regarder un peu en face et de se dire on n'a pas le choix, il faut avancer, ben c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas attendre les prochains référendums en se disant oh, ils vont décider pour nous, parce qu'on va se retrouver à crier, à descendre dans la rue, et les choses, elles seront toujours pas réglées. Donc si on a envie de le faire, de réfléchir et d'amener des solutions, on n'a pas la science infuse, mais la Calédonie, c'est quand même un cas d'école. Monsieur Tshibao, à l'époque où Monsieur Mandela il était encore en prison, il négociait déjà, lui, pour une indépendance du pays. Et il était déjà dehors en train d'essayer d'apporter sa pierre à l'édifice parce qu'il voulait être reconnu chez lui. Et ça, c'était Mélanésia 2000, la revendication identitaire. Maintenant, on est dans un axe indo-pacifique. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président actuel. Où la Calédonie, oui, elle compte aussi bien pour nous ici qui voulons préserver nos ressources que la France qui a besoin d'un pied-à-terre. Ça s'est vu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça se voit encore à l'heure actuelle où la répartition des richesses, les pays qui émergent, lorgne sur les richesses, que ce soit halieutiques ou autres, qu'on a dans la zone Asie-Pacifique. Et le modèle calédonien, il peut permettre justement de s'ouvrir et de protéger un petit peu ou mettre en avant une alternative pour les peuples océaniens. Parce qu'on est quand même impacté par une politique des politiques qui se prennent dans le nord. Et c'est le Sud qui en pâtit avec beaucoup moins de moyens. Parce que la recherche et le développement technologique qui a eu lieu dans le Nord à l'époque, il n'y a pas eu vraiment de retour, que ce soit en Afrique ou dans les zones pacifiques. Hein. Et les vagues migratoires, les gens qui essaient de survivre et qui meurent dans la Méditerranée à l'heure actuelle, s'il y avait ne serait-ce qu'1% des richesses qu'ils ont puisées de renvoyer dans ces pays-là, les gens ne seraient pas en train de fuir la guerre ou la misère. Nous, on vit et on vit encore bien ici. Donc, à nous de construire et de se donner la main pour continuer à le faire. Les jeunes qui sont encore dans cette, comment on peut dire, colère par rapport à la colonisation, c'est une chose que je comprends. Moi aussi, j'ai des choses qui se sont passées de mon côté, dans ma tribu, qui sont dures pour moi qui ai 40 ans. Mais je me dis, j'ai mes enfants qui ont 20 ans, je ne vais pas attendre 10 ans, ou ne serait-ce que 4 ans, qu'on décide encore pour moi, avec 2 gros blocs qui n'arriveront pas à se serrer la main, ou à se dire, on va se pardonner des choses, et puis on va réfléchir tous ensemble, parce que les projets de société qui sont indépendantistes ou loyalistes, ils sont déjà posés sur la table. Ils existent déjà, il y a eu des réflexions, ça fait des années qu'on réfléchit là-dessus. Et on a quand même des ressources et des richesses qu'on peut mettre en avant. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire et comment on veut se regarder les uns les autres pour construire les poteaux de la case. Qui est-ce qui veut rester sous cette case? Mais la flèche fêtière, elle ne bougera pas. Hein. C'est le peuple kanak qui est au-dessus. Hein. Après, moi, je ne suis que métisse. Mais je tiens à ce pays et je l'aime, ce pays. Je n'ai pas envie d'en sortir. Voilà, je resterai ici. Mes filles, je ne sais pas. Maintenant, elles se marieront peut-être avec un blanc aux yeux bleus, un chinois. J'en sais rien, c'est la vie. Mais je ne veux pas être fermée, plutôt ouverte aux autres. Et la réflexion, c'est ce qui manque ici. Le débat, les échanges, et d'avoir des personnes qui, plutôt que de s'accrocher au pouvoir, aux décisions qui vont signer au bout d'un papier à la fin d'un accord, eh ben, pensent un petit peu plus à qu'est-ce qu'on va construire pour dans 10 ans, dans 20 ans. C'est ce que M. Tshibao a fait il y a plusieurs années et qu'on ne retrouve pas forcément chez certains de nos élus à l'heure actuelle. Donc oui, il y a une troisième voie avec ceux qui sont volontaires, mais pas dans 4 ans. C'est à partir de maintenant qu'il faut déjà y réfléchir. Et la construction du pays, elle se fait tous les jours. Il suffit de se regarder, de se dire bonjour et de se sourire un petit peu, je pense. Merci pour ce témoignage. Il y a une question de fond, quelque part, que j'arrive à déceler. C'est celle de dire si on n'a pas aussi comme vocation à interpeller les élus, à faire des propositions, à démontrer que la réflexion ne doit pas être seulement sur la viabilité économique, sur les propositions
institutionnel d'accord, mais aussi sur le projet de société. Je pense que c'est le fondement même de ce genre d'intervention. Je n'ai pas véritablement à prendre parti pour tel ou tel projet de société. Votre question, elle souligne justement cette absence de projet de société, à l'intérieur duquel vous avez du mal à vous situer. Parce que les grandes réflexions ne se portent pas là-dessus. Elles ne se portent pas du tout là-dessus. On passe du quotidien des provinciales, à un moment donné, aux questions couperées du référendum pour ou contre l'indépendance. L'année dernière, au moment où il y a eu le premier référendum, le projet de société dont on parlait tout à l'heure sur le FLNKS est apparu en décembre 2017. Celui de l'UNI, c'était début 2018. Celui de Calédonie Ensemble, c'était octobre 2018. C'est pour vous dire à quel point, sur ces questions qui sont censées être fondamentales, sur des événements qui sont censés être fondamentaux, il y a encore des interrogations. Et ce qu'on essaie d'initier néanmoins par ces réflexions, que ce soit d'ordre universitaire, scientifique ou autre, avec le colloque, avec les différentes interventions de l'université, c'est surtout de nourrir le débat, en espérant, et l'espoir fait vivre, interpeller les élus et leur proposer des alternatives. Car avec le panel aujourd'hui que nous avons au terme d'élus, que ce soit l'EV Océania ou là par exemple vous avez eu Génération NC, qu'il y ait cette nuance-là, elle puisse contribuer justement à faire émerger un discours sociétal et une proposition sociétale dans les années à venir. Et donc, je n'ai pas à prendre parti sur ces éléments-là, c'est juste à évoquer le changement de paradigme nécessaire, dont on a évoqué le fond tout à l'heure. Et leur dire que pour ou contre l'indépendance, ce n'est plus suffisant, mais ça a l'air très classique de dire ça. Et pourtant, et un peu votre question, on voit ça.